Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Dr Ben Bousseta, promoteur et directeur médical du centre de Sidi Abdellah de cancérologie. Un centre privé qui propose les dernières techniques de traitement du cancer. Mais le centre ne se contente pas de proposer des soins à la pointe de la technologie. Il propose également un espace d'activité physique pour leurs malades, un cadre apaisant et serein, mais surtout un accompagnement psychologique, une étape cruciale pour le moral du malade afin de maximiser ses chances de guérison. Avant d'accueillir Dr Ben Bousseta, je vous invite à regarder le reportage que nous avons consacré au centre. Donc, comment ça se passe dans le centre? On a trois parties principales. Les consultations générales, c'est la première étape, et soit la chimiothérapie à gauche, soit la radiothérapie à droite. Donc on peut, si vous le permettez, on va passer au bloc des consultations générales. Donc le dossier du patient il est en train d'être étudié au fur et à mesure, suivant l'orientation du patient. Donc soit il est transféré vers le médecin oncologue pour une éventuelle chimiothérapie, ou bien vers le radiothérapeute pour une prise en charge en radiothérapie. Là, on va dans une salle de consultation. Le centre il est ouvert depuis février 2017. On a reçu la première patiente. C'était une patiente du sein, voilà, pour une prise en charge du cancer du sein. Aujourd'hui, on a 3 médecins radiothérapeutes et un médecin oncologue pour la prise en charge en service de chimiothérapie. Voilà. Après consultation spécialisée avec le médecin spécialiste, le radiothérapeute il va étudier le dossier du patient, il va donner un protocole de radiothérapie. Donc, il va dire que voilà, le patient il est candidat pour faire la radiothérapie. Donc le patient sera dirigé directement vers ce qu'on appelle le centrage ou l'étape de pré-traitement. C'est là où le patient va être préparé, c'est-à-dire on va décider la position du traitement, on va faire les coupes scanners sur lesquelles tout le reste de la radiothérapie va être basé sur ces coupes-là. D'accord ? On va entrer. Alors, vous allez me poser la question, est-ce que c'est le même scanner qu'en radiologie, qu'on utilise en radiothérapie, ou il y a des différences? Au fait, le but est le même, c'est acquérir des images scan pour voir l'anatomie interne du patient et pouvoir localiser la tumeur, là où on doit irradier, et aussi, c'est-à-dire en radiothérapie, ce qui est essentiel, de voir ce qui est voisin à la tumeur pour essayer, dans le traitement, d'épargner tout ce qui est tissu non cancéreux. Comme ça, c'est-à-dire la radiothérapie, elle aura moins d'effets secondaires. Techniquement, ce qui change aussi, c'est que le tunnel, c'est là où le patient va entrer, il est plus grand. Donc celui-là, c'est 85 cm, alors qu'en diagnostic, il est plus petit que ça, 70 cm. Pourquoi? Parce qu'en radiothérapie, on a besoin d'avoir une position claire et précise et reproductible pour le patient. Pour cela, on a besoin des instruments qu'on doit acquérir afin de fixer la position du patient avec précision, c'est-à-dire chaque position. Par exemple, ça, on l'utilise pour les patientes du sein. Donc, on doit fixer leurs bras, on doit fixer leurs genoux, pour que, comme ça, pour chaque fraction de radiothérapie, elle aura exactement la même position. Donc, dès qu'elle fasse son scanner, on va noter toute position de chaque réglage. D'accord. Et la largeur du tunnel, elle va permettre d'avoir c'est-à-dire pour que quelle que soit la morphologie de la patiente, du patient, il va pouvoir faire son scanner avec ce qu'on appelle les moyens de contention, c'est-à-dire pour contenir le patient et l'avoir dans une position précise et fixe et reproductible. En radiothérapie, dans le service de radiothérapie, on a 2 machines de tomothérapie. Vous allez me dire c'est quoi, pourquoi on l'appelle tomothérapie? Parce que en fait, c'est un traitement qui est différent du traitement standard de la radiothérapie du fait de la source des rayons qui va irradier la tumeur. Elle peut faire une rotation complète autour du patient
comme ça. Et la table, elle va être faite d'une translation pour parcourir tout le volume de la tumeur. C'est une caractéristique spécifique à la tomothérapie. Pourquoi faire ça? C'est pour avoir les angles optimaux. Précision. Non, pour chercher le meilleur moyen, la meilleure orientation de mon faisceau pour passer par le minimum de tissu possible pour déposer le moins de rayons, moins d'effets secondaires sur les organes qui sont voisins à la tumeur. Voilà. Donc, ce qui est aussi, c'est avoir la précision. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait de la radiothérapie guidée par image. C'est-à-dire la tomo, on a vu le scanner tout à l'heure. Il y a un scanner aussi à l'intérieur de la tomo. On va refaire le scan du patient, on va s'assurer qu'il est dans la même position du scanner initial sur laquelle il était basé son plan de traitement. Donc là, on va assurer une précision géométrique du patient. C'est-à-dire, si le faisceau il était orienté à quelques millimètres près de la tumeur dans le patient, on va assurer ces quelques millimètres près pour son traitement, pour chaque fraction. J'ai dit, le patient il passe d'une fraction à plusieurs semaines pour finir son traitement de radiothérapie. Donc l'étape qu'est en train de faire mon collègue, il a positionné le patient, il a fait ses coupes scan. Là, il est en train de comparer entre le scanner, ça c'est le scanner initial, et en vert, c'est le scanner qu'on vient de faire pour cette fraction. Donc là, il a un jeu sur le mouvement de la table afin de positionner, afin d'arriver à la position exacte. Donc on a le droit de commander le mouvement de la table afin de superposer les deux scanners. Donc le patient il sera vraiment positionné suivant le scanner initial. Donc là, on était, quand j'ai vu, c'était à 2 mm en X, à 1 mm près en Y et 1 mm près en hauteur. Et là, une fois le positionnement, un bon positionnement il a été garanti, on peut commencer la séance du traitement. Donc le temps de traitement, ça varie entre 2-3 minutes jusqu'à 10 minutes. Si le volume de la tumeur il est grand, suivant le volume de la tumeur. Quelle est la valeur ajoutée de votre centre pour les patients? En général, ce qu'on a cherché, c'est améliorer la prise en charge du patient en radiothérapie spécialement. On a essayé d'optimiser au maximum le temps que passe le patient au niveau de notre centre. On a essayé d'informatiser, que ce soit le dossier médical du patient et toutes les étapes qui vont suivre la prise en charge au niveau de notre centre. Pourquoi? Pour gagner du temps, pour éviter les erreurs et pour avoir une organisation homogène. Alors à la fin, donc, c'est le patient d'abord. Donc quand la patient vient pour demander un traitement en radiothérapie, on doit lui assurer la qualité de traitement avec une bonne précision de traitement et essayer de trouver à chaque fois une solution, quelle que soit la complexité de son cas. Après la visite du centre, tournons-nous vers notre invité, Dr Benbousseta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Avec grand plaisir. Maintenant, on voudrait savoir comment avez-vous l'idée de créer le centre de Sidi Abdellah? Comment avons-nous eu l'idée? Donc, d'abord, ce centre, je précise que je ne suis pas le seul promoteur. Je suis le promoteur avec mon ami, le professeur Yaker. Et d'abord, je ne vais pas vous mentir, c'était une actualité brûlante des années 2000 déjà. Où il ne se passait pas un jour où déjà dans nos activités médicales, nous étions confrontés à la détresse des patients. Et la presse faisait aussi l'écho à travers tout le territoire national du désarroi des patients qui étaient livrés à eux-mêmes, et en particulier des patients qui avaient des rendez-vous à 6 mois, 8 mois, voire des fois 14 mois en radiothérapie en particulier. Autant dire qu'un rendez-vous à 6 mois, 8 mois en radiothérapie, vous avez une chance sur 1 million de revoir votre patient. Et je vais vous raconter une petite anecdote, et pour vous dire que c'est surtout ce petit passage qui a forgé ma volonté d'ouvrir ce centre. On avait rencontré avec le professeur Yaker un ami qui était chef de service en radiothérapie, et dont je ne citerai pas le nom, et qui nous racontait comment tous les jours, il affrontait les malades et qu'il était obligé de leur annoncer qu'ils avaient des rendez-vous à 6 mois, 8 mois, sachant que de toute façon, il avait très peu de chances de les revoir. Et à un moment donné, je lui ai quand même posé la question, je lui ai dit, mais excuse-moi, mais
comment tu fais ? Comment tu arrives à... Comment vous avez Et il m'a regardé les larmes aux yeux et il m'a dit tous les soirs, quand je rentre chez moi, j'ai envie de me suicider. Oh là là, c'est terrible. Et ça m'a vraiment marqué. Oui, je me c'est suis dit, terrible. c'est dramatique, c'est terrible. C'est quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a vraiment touché au plus profond de moi-même et qui avait fini de me convaincre qu'il fallait à tout prix ouvrir ce centre. Voilà. Très très bien. C'est très très bien. En fait, c'est l'expérience et c'est le contact humain, je pense. Voilà. Totalement. Le contact humain. Totalement. Et puis la réalité du pays. Tout à fait. On ne va pas se raconter de ça là. Alors que c'est une maladie qui est en train de se soigner très très facilement maintenant de nos jours. Écoutez, aujourd'hui, dans le monde, on estime que 80% des malades cancéreux guérissent. Quand je parle de guérison, une guérison, on parle de guérison quand vous avez plus de 5 ans de rémission. Déjà. Donc, okay. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir effectivement des rechutes de maladies, mais qui se soignent aussi aujourd'hui. Et vous avez des patients qui ont été traités de cancer et qui meurent d'autre chose, d'une autre maladie. Donc, je veux dire, aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, le cancer est devenu une maladie. On parle de maladie chronique aujourd'hui. D'accord, voilà. Donc ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Très bien. Et votre équipe est constituée de combien de personnes au niveau de votre centre ? Alors, au niveau de notre centre, nous avons donc 3 radiothérapeutes, nous avons 2 oncologues médicaux, nous avons 6 physiciens médicaux et nous avons une dizaine de manipulateurs. Sans parler maintenant des infirmiers, excusez-moi. Nous avons 4 infirmiers en oncologie. Nous avons aussi les assistants d'accueil. Je ne saurais vous dire. Et elles sont nombreuses. Je pense que vous les avez vues au centre. Nous avons aussi tout le personnel annexe, c'est-à-dire les techniciens de surface, les agents de sécurité. Grosso modo, nous sommes à peu près à, j'ai envie de dire, 80 personnes aujourd'hui. Ouais. 80 personnes. Ah non, j'ai pas vu 80 personnes. Vous n'avez pas vu. Non, j'ai vu que les médecins. Le centre est assez grand. Allah Ibadak, d'accord, ok. Et quels sont les traitements que vous utilisez pour soigner aujourd'hui, nous proposons bien sûr la radiothérapie avec une technologie de pointe qui est la tomothérapie, qui est la dernière technologie en radiothérapie. Je pense que vous avez eu l'occasion de le voir au centre. C'est une technologie d'une précision extrême et qui réduit considérablement les effets secondaires sur les patients. Donc, et le nombre aussi de séances. Absolument, tout à fait, qui nous permet de faire ce qu'on appelle le traitement fractionné. Par ailleurs, nous proposons aussi la curithérapie, qui est un traitement, qui est en fait une sorte de radiothérapie externe, de contact en fait. C'est-à-dire qu'on va directement au niveau c'est surtout les tumeurs gynécologiques. Et puis on a aussi l'oncologie médicale, ou plus connue sous le nom de chimiothérapie. Voilà. Alors, à côté de ça, je ne sais pas si vous allez m'en parler aussi, oui, j'en parle. À côté de ça, nous offrons tout ce qui est soins de support. Parce que aujourd'hui, dans notre philosophie, nous avons conçu ce centre comme... nous avons voulu mettre ce centre aux standards internationaux. Les standards internationaux veulent aujourd'hui qu'on ne se contente pas seulement de soigner la maladie, de combattre la tumeur elle-même. Oui. C'est-à-dire que la tumeur... Elle touche une personne, je veux dire. Et il faut soigner la personne. Parce que la personne, en dehors du fait d'être atteinte par cette tumeur, elle subit des agressions psychologiques. C'est toute sa vie qui est bouleversée. Et en dehors de la personne, il y a aussi tout son entourage immédiat qui est bouleversé. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et si on se contente seulement de soigner la personne, oui, ok, peut-être qu'on va arriver à le guérir de son cancer. Mais malheureusement... il rentre dans une zone de turbulence, dans une dépression, qui peut lui être fatale par ailleurs. Tout à fait. Voilà. C'est-à-dire c'est un cercle vicieux. Après, le choc de la maladie peut entraîner une dépression et la dépression peut vraiment aggraver. On a vu beaucoup de familles exploser après des maladies de ce genre. Tout à fait. Beaucoup de familles ont explosé. Et ça, je veux dire, aujourd'hui, c'est dans le monde, dans les pays qui se respectent et qui... aujourd'hui, cette maladie est prise en charge dans son ensemble. Je veux dire, et les soins, ce qu'on appelle les soins de support, sont remboursés. Non seulement le traitement est remboursé par les sécurités sociales, mais les soins de support aussi le sont. Aujourd'hui, je veux dire, un patient cancéreux a besoin d'être traité de l'ensemble
de désordre engendré par cette maladie. Tout à fait. C'est un tel traumatisme qu'il y a un accompagnement spécifique. Tout à fait. Et aujourd'hui, au niveau du centre... Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, allez-y. Et donc, aujourd'hui, au centre, effectivement, nous offrons, donc, ce que vous avez dit, l'accompagnement psychologique que nous estimons indispensable. Et toujours pour l'anecdote, c'est vrai que le premier contact, quand on va vers les patients pour leur proposer un accompagnement psychologique, les patients ne comprennent pas trop en disant non, mais ça va. Ils pensent psychiatrie, donc ils disent non, on n'a pas besoin, non, ça va de ce côté-là, ça va. Et puis, quand on discute avec eux, ils adhèrent très vite. Et souvent, ils ramènent leur famille aussi. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez eu l'occasion de rencontrer notre psychologue. En fait, j'ai discuté avec lui. Oui, mais de toute façon, on va l'inviter pour parler de des maladies psychosomatiques. Et donc, effectivement, quand on prend le temps de parler avec les patients, ils comprennent l'intérêt de l'accompagnement psychologique. À côté de ça, nous avons aussi des consultations de douleur. Justement, parce que la douleur, on a tendance à oublier qu'un patient cancéreux, même durant son traitement, il peut souffrir de douleur liée non seulement à la maladie elle-même, mais aussi au traitement souvent, ça peut exister. Et surtout aussi la diététique. Donc on donne des conseils diététiques et on a mis en place une consultation diététique au niveau du centre aussi pour les patients. Donc on essaye d'apporter le maximum d'activités ou de soins de support, sans oublier l'activité physique. Nous venons de mettre en place une salle de sport et nous proposons donc régulièrement à nos patients de venir faire du sport de manière adaptée. Voilà. D'accord. Et justement, c'est ça qui m'a un petit peu marqué lorsque nous avons réalisé le reportage, c'est le cadre. C'est très apaisant, on dirait pas qu'on est dans une clinique. C'est apaisant, c'est lumineux, il y a beaucoup de lumière qui rentre, c'est grand, il y a même un espace pour enfants, un espace coloriage pour enfants. C'est vrai que ça change un petit peu du côté un petit peu... parce que c'est vrai qu'on dit centre, on dit maladie, on ne s'attend pas à un centre aussi large. Et c'est ça, je pense que vous avez vraiment joué sur ça. Totalement, c'est toujours dans le même esprit de dire, il n'y a pas que le traitement lui-même, il y a tout ce qu'il y a autour. Et la conception du centre, c'est la première base. C'est de dire, ok, le malade qui arrive chez nous, quand il arrive, il faut déjà qu'il soit rassuré. Quand il voit déjà la structure, quand il rentre, quand il traverse l'entrée, il faut déjà qu'il soit rassuré. Il faut déjà qu'il se sente dans un endroit accueillant. Pour la petite histoire, nous nous sommes pas mal déplacés à travers le monde avec l'équipe d'architecture de l'époque et tous les ingénieurs qui ont participé à la conception de ce centre. Et nous nous sommes appuyés des visites que nous avons faites et nous avons essayé on a compris en fait que la conception était très importante, que les circulations, l'accès à la lumière, tout ça était des points très importants dans le bien-être du patient et qui participaient largement à la réussite des traitements. Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, apparemment, la forme c'est une forme... vous avez adapté, d'après votre site, c'est ce que j'ai lu, vous avez adapté pour que la lumière rentre... Où qu'on soit, profiter de la lumière du jour. Ne pas avoir... On a la chance d'être dans un pays où on a plus de 300 jours de soleil par an. Donc, il faut en profiter. Et il faut surtout que le patient, quand il arrive, qu'il ait l'impression aussi de ne pas être d'être à l'extérieur, d'avoir la lumière du jour, de pouvoir profiter. Et c'est ce qu'on a fait, effectivement. On a pas mal joué sur les puits de lumière, voilà. En plus, à Sidi Abdellah, c'est un espace verdant. On est au milieu de collines verdoyantes. Tout à fait, c'est beaucoup plus agréable que de... C'est vrai. Et est-ce que vous proposez justement l'hébergement ? Alors, malheureusement, l'hébergement, je vais vous dire, je ne vais pas vous mentir, dès le départ, nous avions, sur l'assiette de terrain, nous avions conçu une unité d'hébergement. D'accord. Et puis ensuite, malheureusement, le budget initial a été largement dépassé de la construction du centre. Et nous avons décidé d'abord de démarrer le centre et de voir ensuite, en fonction des demandes, comment on allait... Parce que l'hébergement, ça veut dire... C'est un autre métier. Ce n'est plus de la médecine. J'ai envie de dire, c'est de l'hôtellerie. Donc, à la limite, on aurait voulu... Et on a même eu des contacts avec certains investisseurs pour essayer de leur vendre cette unité d'hôtellerie. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train de... L'activité est en train de... On a commencé donc en février 2017. L'activité est en train d'augmenter. Et on est en train de, doucement, effectivement, de recenser les demandes pour voir si l'unité d'hôtellerie
pourrait être intéressante pour un éventuel investisseur. Je vous avoue qu'aujourd'hui, nous avons des patients qui viennent de tout le territoire national. Il y a des solutions. Nous travaillons avec des associations qui sont formidables et qui aujourd'hui hébergent certains patients. Donc d'autres patients, sinon, trouvent des solutions locales. Vous savez, la ville de Sidi Abdellah est une ville qui est en train de se développer. Il y a pas mal de solutions d'hébergement. Et bon, nous, on participe au transport de ces patients. On va les chercher, on les ramène. Donc pour l'instant, je vous avoue qu'on arrive à trouver des solutions. Mais l'idéal, effectivement, ce serait d'avoir une unité à côté. Surtout pour les personnes qui viennent de loin. Absolument, une unité d'hébergement. Parce que nous, on est hôpital de jour aujourd'hui. On ne fait pas d'hospitalisation. Voilà, de nuit. justement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association, justement ? C'est quelle association ? Alors, il y en a plusieurs. Je pense que le docteur Ferraoun pourra vous en parler mieux que moi. Je sais qu'il y a l'association Nassima, avec qui nous travaillons, qui sont des gens formidables. Et je pense qu'il y a LML. Oui, justement. Je pense qu'il y en a plusieurs. Il n'y en a pas une. Donc parce que c'est intéressant. Je veux pas vexer les gens. Je ne vais pas citer certaines et ne pas citer d'autres. Donc voilà. Mais je ne m'occupe pas de la relation, moi, personnellement, avec les associations. Voilà, absolument. Tout à fait. Parce qu'en fait, c'est très intéressant le fait pour les personnes qui viennent de loin, que ces associations prennent en charge l'hébergement. Ça, c'est très, très intéressant. Tout à fait. Et est-ce que les soins sont remboursés par la sécurité sociale ? Ça, c'est le grand point noir. J'imagine, oui. Nous avions espoir quand nous avions lancé le centre, et nous avons eu des discussions à l'époque avec les décideurs, et il était dans l'air du temps qu'effectivement, il était normal que les centres privés faisaient partie intégrante des outils de soins algériens. Je veux dire, on était considérés, on est toujours considérés comme partie intégrante. Et malheureusement, nous avons démarré l'activité en 2017 et à ce jour, aucun remboursement n'a été mis en place, aussi bien pour les patients de radiothérapie que pour la chimiothérapie. Alors, la chimiothérapie, c'est encore pire parce que la chimiothérapie, il y a des médicaments qui ne sont pas chers, mais il y a des médicaments aussi. La thérapie ciblée, les dernières thérapies coûtent, des prix totalement excessifs que je n'oserais même pas, vous donner Mais il y a quand même un gros problème aujourd'hui, c'est que ces médicaments sont importés par la pharmacie centrale, qui les distribue gratuitement aux hôpitaux, et nous, par contre, on est obligé de les acheter. Et donc, en tant que privé, on les achète, on les facture aux patients, et le patient n'est pas remboursé. Donc, il y a un gros problème. Comme on dit, on a l'impression qu'on est en train de scinder les Algériens en deux. Une partie d'Algériens qui va avoir droit à des médicaments gratuits, une autre partie qui va soigner dans le privé, qui, elle, doit payer plein pot. Il y a toujours... c'est ça qui est... Ça, c'est terrible. Alors qu'on est tous égaux face à la maladie. On fait partie intégrante de l'arsenal thérapeutique aujourd'hui en Algérie. On participe à la lutte anti-cancer. Le plan cancer qui a été fait par le professeur Zitouni était excellent. Il est toujours excellent. Malheureusement, je crois qu'il s'arrête en 2019. Et il avait prévu le partenariat public-privé. Malheureusement, il n'a jamais été mis en place. Et j'assure qu'aujourd'hui, il y a encore des endroits où on donne des rendez-vous à 6 mois en radiothérapie. Alors que nous, on s'engage chez nous à prendre en charge les patients en 1 semaine. Une semaine, 10 jours maximum. C'est notre défi aujourd'hui, de les prendre en charge le plus tôt possible. Donc voilà, je profite ici pour un appel aux décideurs pour dire l'espace pour permettez à ces patients d'être remboursés. D'autant plus que si on va sur l'aspect économique, aujourd'hui j'affirme que le coût de nos traitements aujourd'hui, et je défie quiconque de venir voir et je suis prêt à leur faire la démonstration que nos traitements coûtent moins cher que dans le public. Parce que quand on dit médecine gratuite, l'État paye aujourd'hui. L'État paye les médecins, l'État paye les traitements, les médicaments, l'État paye les machines, l'État paye la maintenance des machines. Donc ça a un coût, ce n'est pas gratuit. Donc aujourd'hui, nous sommes en mesure de dispenser des traitements moins chers que dans les hôpitaux. Et ça, j'en suis certain. C'est une certitude. Pour vous donner un exemple, pour vous dire comment on a adapté quand même nos traitements, aujourd'hui, la technologie dont je vous parlais, qui est la tomothérapie, qui est une technologie de pointe, pour vous donner l'exemple de la France que je connais bien, la tomothérapie existe dans tous les grands centres académiques.
parce que c'est une technologie de pointe. Et c'est une technologie, c'est des machines qui sont chères. Donc les privés aujourd'hui n'ont pas encore ces machines-là en France, sauf peut-être une, qui est la clinique Hartmann, à mon sens. Mais sinon, autrement, aucune clinique privée aujourd'hui n'a la tomothérapie en France. Pour vous donner un exemple de prix, le coût d'une séance radiothérapie conventionnelle dans un centre public français coûte aux alentours de 200 €. Le coût d'une séance de tomothérapie coûte 800 €. Voilà, donc c'est 4 fois plus cher. Ah oui, d'accord. Aujourd'hui, nous, en Algérie, on a pris l'engagement que la tomothérapie serait au même niveau que toutes les autres pour permettre à nos concitoyens d'avoir accès à cette thérapeutique de soins. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas accès. Mais nous, on a fait l'effort qu'il fallait pour réduire au maximum les coûts, mais on aimerait bien qu'on ait un petit coup de pouce aussi de l'État et qui soulage un peu tous ces patients qui viennent se soigner chez nous. Justement, et vous, combien de patients vous avez soignés jusqu'à présent? Alors aujourd'hui, je peux dire qu'en tout, entre la radiothérapie et l'oncologie médicale, on doit être à peu près à 800 patients. Oh, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. En une année et demie. Une année. Non, je parle de l'année 2018. Hein. Oui, tout à fait. Oui, 2017, je n'ai pas les statistiques, mais 2018, je les ai et je sais que on est aux alentours de 800 patients. 800 patients. Voilà. D'accord, ok. Maintenant, revenons à l'accompagnement psychologique. Vous avez donné un aperçu, justement. Et je voudrais savoir, au moment où le patient arrive et quand il y a le diagnostic, quand il se fait soigner, est-ce que vous lui proposez automatiquement des séances de sport, l'accompagnement? Vous m'avez dit que voilà, ils étaient réticents, mais ce que je voudrais savoir, est-ce que c'est obligatoire? Ah non, c'est pas obligatoire. La diététique, le sport. Non. Voilà. C'est quelque chose. C'est des soins ce qu'on appelle des soins de support par ailleurs, mais c'est totalement à la discrétion du patient, je veux dire. D'accord. En fonction de ses. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens, malheureusement, encore ont du mal à franchir ce On aimerait bien sensibiliser les auditeurs et Oui. les téléspectateurs à Oui. ça, justement. L'importance, quelle est l'importance d'accompagner un traitement avec du sport et avec une bonne diététique? On aimerait bien connaître... Écoutez, c'est un fait avéré aujourd'hui. Toutes les études scientifiques le prouvent. Aujourd'hui, le sport on ne va pas dire que c'est le sport qui guérit le cancer, mais le sport participe. Le sport... On a vu que le sport permettait une meilleure guérison déjà, et que même l'activité sportive après le traitement permettait de diminuer le risque de récidive. Donc ça, c'est les études existent. Oui. Vous pouvez aller sur Internet, taper sport cancer et vous verrez. Je veux dire, on n'invente rien. Donc c'est avéré. Après, la diététique, il est évident que la diététique, aujourd'hui, quand on parle des facteurs cancérigènes, on est pratiquement sûr aujourd'hui que la diététique a une raison, est une des causes de certains cancers. Et donc aujourd'hui, effectivement, rééduquer les patients, leur apprendre comment équilibrer leur repas, éviter les aliments cancérigènes, eh ben ce n'est qu'un plus, encore une fois, dans la vie de ces patients. Très bien. Et par rapport... est-ce que les personnes qui proposent des séances de sport, c'est des bénévoles ou bien s'ils font partie intégrante du centre? Pour l'instant, ils font partie intégrante du centre, mais effectivement, aujourd'hui, on est en train de travailler avec les associations pour qu'on puisse... parce qu'il est clair que ce n'est que le bénévolat qui pourra... Parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde encore qui adhère, mais on espère, Inch'Allah, que les gens comprendront l'intérêt de tous ces soins de support. Et quand ils adhéreront, on espère qu'effectivement, il y ait des bénévoles, que ce soit même des clubs sportifs ou... Vous pouvez lancer un appel, d'ailleurs, c'est l'occasion. Oui. Les clubs sportifs, s'ils peuvent nous déléguer un coach une fois par mois, je veux dire, qui peut animer une séance, ce serait génial, ce serait formidable. Pareil pour tout ce qui est... Alors, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé, mais que nous ne faisons pas, mais que j'ai vu faire ailleurs, c'est les soins esthétiques. Par exemple, apprendre aux patients ou aux patientes qui ont souffert des effets secondaires, apprendre à comment soigner leur esthétique et reprendre confiance en elles grâce à des soins esthétiques. Leur apprendre comment se maquiller, parce que, vous savez, il y a des pertes de cheveux, il y a il y a des ongles qui se décolorent, et donc tout ça, on peut les aider, et les aider à
à apprendre à vivre avec leur maladie. Tout à fait. Et ça, effectivement, par exemple, les esthéticiennes sont les bienvenues. Les esthéticiennes, les maquilleuses, si elles veulent venir, tout pareil, ne serait-ce que consacrer 1 heure ou 2 heures par mois, eh ben, ce serait formidable. Marhaba bihom. Tout à fait. Voilà. C'est très très bien. Les esthéticiennes, les maquilleuses, les sportifs, et même peut-être les psychologues bénévoles, ceux qui veulent faire des ateliers, des ateliers de parole. Les diététiciens aussi sont les bienvenus. Marhaba bihom. Voilà. Très bien, l'appel est lancé. Comme ça. Merci. Je vous en prie. C'est la moindre des choses parce que déjà vous, je sens que voilà, vous êtes passionné et vraiment vous êtes touché par cette maladie. Totalement. Donc vraiment vous le faites avec beaucoup de passion. Et où est-ce qu'on pourrait trouver votre centre ? Est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse du site et l'adresse Facebook ? Alors le site c'est normalement csac.com. Voilà, centre Sidi Abdallah. Sur Internet, vous tapez centre de cancérologie Sidi Abdallah, le centre apparaît. Je pense. Il y a une page Facebook aussi. Très bien. C'est CSAC DZ, à mon avis. C'est les initiales du centre. Et puis, oui, c'est tout. Ce que j'ai aimé, revenons à la page Facebook, c'est qu'elle est aussi animée, mais vous donnez aussi des conseils diététiques, totalement, sport. Oui. Ça, c'est très, très bien. Quand on trouve des articles intéressants, tout à fait, vous les partagez. On les partage, parce je pense qu'il faut participer à la vie et aider même les gens à prendre conscience de cette maladie. Si on peut apprendre aux gens aussi comment prévenir, parce que la prévention est importante. Il ne faut pas seulement se contenter de soigner. La prévention, le dépistage, il est aujourd'hui, c'est une évidence aujourd'hui que plus tôt on dépiste un cancer et plus on a de chances de le guérir. Donc ça, aujourd'hui, nous ne négligerons aucun moyen pour informer et diffuser ces informations. Très très bien. Je vous remercie infiniment. Merci Asma, ça a été un vrai plaisir de partager et ça permet aussi de dédramatiser. Absolument. Voilà, parce que ça, il faut le dire et le redire. Oui. C'est une maladie chronique comme beaucoup d'autres maladies. Voilà, ce n'est plus une maladie fatale. Il faut que les gens le comprennent. Voilà, merci beaucoup pour ce message d'espoir. Merci. Retrouvez l'émission Dr M sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter, sur la chaîne YouTube, SoundCloud, et surtout sur radio-m.net, le tiré du 6. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.